Pour les gendarmes, il y a des enquêtes particulièrement délicates. Parce qu'ils doivent mener leurs investigations au sein d'une communauté difficile à pénétrer. Une communauté qui vit en marge de la société, avec ses propres usages et ses propres codes. Nous sommes à Calais, au nord de la France, et ce matin-là, avant même d'arriver au bureau, c'est justement ce genre d'affaires dont va hériter Rémi, adjudant-chef, 21 ans de métier. Allô? Oui, bonjour. Oui, mon lieutenant. Vous allez bien? Oui. D'accord. Un vol? Chez une entreprise, ouais? Ouais. Où ça? Un cambriolage dans une entreprise de la région. Rémi ne le sait pas encore, mais c'est l'une des plus grosses affaires de l'année qui vient de commencer. A priori, on part sur un cambriolage chez un récupérateur de métaux local. Là. Donc je ne sais pas trop, je sais qu'il y a un préjudice important, mais j'en sais pas plus pour l'instant. Si Rémi est immédiatement alerté, c'est parce qu'il dirige un service spécialisé dans les enquêtes difficiles. Agression, meurtre ou gros cambriolage. Messieurs, bonjour. Ce service, c'est la brigade de recherche. Avant de se rendre sur place, il passe chercher deux de ses collègues qui sont déjà en train d'écouter l'appel à l'aide reçu la nuit dernière. Oui, bonjour, établi pour... Je viens de me faire cambrioler. Je suis en récupération de fer et métaux. Au téléphone, la victime, le patron d'une casse de la région. Le corps de vol a eu lieu quand, monsieur? Il y a eu lieu cette nuit, là, à 3h du matin. Ils m'ont volé du cuivre. Du cuivre. Rémi se rend immédiatement sur place. Il fait de cette affaire une priorité. Allez, en avant. On prend quelle voiture? Il faut dire que ces derniers mois, une équipe de cambrioleurs écume la région. Leur cible préférée, ce métal, très convoité. Les vols de cuivre, il faut savoir que c'est de plus en plus souvent. Ça attire effectivement les voleurs qui sont très intéressés par le cuivre parce qu'à la revente, le cuivre, ça rapporte. Les vols de cuivre. Le phénomène fait presque chaque jour la une des journaux. Un chantier, une casse ou même des lignes de chemin de fer dépouillées de ce précieux métal. Et tout le monde est concerné. Des trains retardés ou annulés, des villages entiers privés de téléphone et coupés du monde pendant plusieurs jours à cause des lignes arrachées. La raison? Le cuivre est indispensable dans l'électronique ou la téléphonie. Son prix a quadruplé en 5 ans. Il se vend aujourd'hui 7 000 € la tonne. C'est un peu plus loin. Ça ne s'invente pas. C'est dans cette petite commune, les attaques, que le vol a eu lieu. Achat fer et métaux. Mais c'est lui qui s'est fait casser alors? Rémi va bientôt s'apercevoir qu'il a affaire à un gang très efficace et surtout très bien informé. Messieurs, bonjour. Bonjour, bonjour. Sur place, l'enquêteur tombe sur le ferrailleur, littéralement effondré. Pas bien dormi, mais bon. L'homme vient de passer l'une des pires nuits de son existence. Et ce matin, avec son épouse, il est en train de calculer le montant de son préjudice. Colossal. On arrive à 45 000. 45 000 € pour le produit, hein, d'accord? 45 000 € de cuivre, que le patron devait revendre 60 000 €. L'assurance ne couvrira pas le bénéfice qu'il vient de perdre. C'est l'un des plus gros cambriolages de l'année, alors Rémi veut démarrer au plus vite son enquête. C'est au fond de cet entrepôt que le précieux métal était stocké. Le style, ça faisait un peu ce style-là, tu vois, de couronne comme ça, mais avec des cols, ça, tu vois, tenu avec des cols. Des dizaines de couronnes comme celle-ci, des bobines, mais aussi des fragments de cuivre de récupération. Au total, ce sont plus de 8 tonnes qui ont disparu pendant la nuit, la moitié du stock. Un volume tel que les voleurs devaient être nombreux et bien équipés. À gauche, le volume de ce cuivre à gauche était le même que celui de droite. D'accord. Donc tu vois, il a bien fondu.
Et ce stock-là, il avait la même hauteur de volume juste où je suis. Donc tu vois ce que ça représente quand même. Pour la victime, ça représente en tout cas 6 mois de travail qui partent en fumée. Car le cuivre, il le récupère en vrac dans cet état. Il doit ensuite le trier pour pouvoir le revendre. Son magot, il y tenait tellement qu'il avait protégé son entrepôt avec une alarme. Une alarme qui ne s'est pas déclenchée. J'arrive toujours pas à comprendre, parce que l'alarme, elle était en service. La porte principale du hangar est protégée par ce capteur. En cas d'effraction, il aurait donné l'alerte. Mais la porte n'a pas été ouverte. Les voleurs connaissaient-ils l'existence de cette alarme? Pour l'éviter, ils se sont en tout cas donné beaucoup de mal. Après avoir cassé le cadenas du portail, ils ont carrément attaqué l'entrepôt à la pioche. Bon, alors, À l'arrière du bâtiment, voilà ce que Rémi va découvrir. Les voleurs ont réussi à relever la tôle et à faire un trou dans les parpaings. ils pètent les rivets, ils lèvent la tôle, ils te font un super beau trou, ils savent travailler. Ce trou dans le mur intrigue immédiatement Rémi. Tu comprends ? Non seulement il permet de déjouer l'alarme, mais en plus les voleurs ont trouvé, comme par magie, l'emplacement idéal. Il y a des camions partout, il y a des bennes, il y a des ci, des là, et il y a que là que tu peux passer. Et en effet, à l'intérieur du hangar, l'enquêteur démontre, au prix d'un peu d'escalade, qu'il avait vu juste. C'est trop leur truc. Là. C'est simple pour les auteurs. Bah ouais. Pas évident leur truc là. Juste derrière cette caravane, c'est là que les voleurs ont percé leur trou. Et comme par hasard, c'est l'un des rares endroits où rien n'empêche l'accès, ni ferraille, ni machine pour empêcher le passage. Les visiteurs connaissaient donc les lieux, ou alors ils étaient très bien renseignés. C'est pour ça que j'ai dit comment ils peuvent le savoir. D'accord, c'est un élément. Une fois dans l'entrepôt, ils n'ont d'ailleurs pas cherché à ouvrir la large porte coulissante équipée d'une alarme. Ils sont ressortis par cette petite porte juste à côté. Elle s'ouvre de l'intérieur et n'est pas protégée. Pour moi, il n'y a pas de capteur. Encore une fois, eux, ils ont vu qu'il n'y avait pas de capteur à cette porte. Ils savaient très bien qu'ils pouvaient l'ouvrir sans que ça gueule. Ouais, ça Il y a explique, pas de capteur. ça explique le fait qu'ils peuvent parfaitement ouvrir cette porte, Et celle-là, elle est- œuvrer comme ils veulent. C'est un peu dommage, mais en termes de sécurité, l'établissement n'était pas vraiment surveillé comme il aurait dû. Les voleurs ont-ils bénéficié d'une complicité interne? Ils ont en tout cas pris tout leur temps pour sortir ces 8 tonnes de cuivre à la brouette. Déjà, cette boîte, là, Yann, Il n'y a pas qu'un seul voyage, quoi. Et on est sur une période, une durée assez longue, dans le sens où il faut quand même manœuvrer. Après, Franchement culottés, les voleurs ont même fait le plein de carburant en tirant ce tuyau à l'extérieur du bâtiment et en actionnant la pompe depuis cet interrupteur. c'est pas en 15 minutes qu'ils auraient pu faire ça. Pour en savoir plus, Rémi pourra bientôt compter sur les enregistrements des 2 caméras du site à l'intérieur et à l'extérieur du bâtiment. On verra ce que nous donnent les vidéos. Voici en tout cas le parcours sans faute des voleurs. Un portail forcé, un trou de souris dans un mur en béton à l'arrière du bâtiment et le chargement du cuivre sorti par cette petite porte pour éviter l'alarme. L'enquêteur se dit qu'il a sans doute affaire à une bande organisée. Peu de chance qu'elle ait commis la moindre erreur. Messieurs, bonjour. Mais si c'est le cas, ces gendarmes vont tenter d'en profiter. Bonjour madame. Ces hommes font partie de la CIC, la cellule d'investigation criminelle. Ils vont rechercher la moindre trace, même microscopique, permettant de remonter jusqu'au cambrioleur. Je te fais faire le cheminement. Allez, d'accord. On suit. Les voleurs ont peut-être laissé sur place leur ADN, leur empreinte génétique, unique pour chaque individu. Un minuscule fragment de peau ou de la sueur peut permettre de remonter jusqu'à eux. Et Rémi sait maintenant où il a le plus de chances d'en trouver. Donc, tu vois, ils auraient manipulé ce bouton. Ouais, bon, Sachant que ce bouton-là, ça permet d'enclencher la pompe carburant. Ils ont utilisé le pistolet pour faire du carburant. Ils ont longé le mur certainement. En arrivant ici au niveau du stock de cuivre, ils vont faire ce qu'ils vont faire. Ils vont charger parce qu'il y a une brouette aussi, si tu veux, qui a été utilisée. Donc on va pouvoir faire éventuellement un essuyage dessus sur la brouette.
3 objets où les techniciens vont tenter de relever de l'ADN. Dans leur jargon, on appelle ça un essuyage. Donc on va faire un essuyage sur le bouton, un essuyage sur la poignée pistolet, un essuyage sur le manche de brouette. Mais avant d'approcher ces zones stratégiques, les techniciens prennent quelques précautions. Alors là, j'ai mis mes équipements de protection individuelle afin d'éviter de polluer la scène par mon ADN. Ensuite, ils posent ces marques pour identifier chaque objet. Et avant de les manipuler, ils immortalisent la scène pour pouvoir vérifier la version des suspects s'ils sont interpellés. Attends Christophe, je vais prendre une vue d'ensemble, donc du 1 et du 2. Enfin, la phase la plus prometteuse de l'enquête. Ce technicien va longuement frotter avec ses petits cotons-tiges les endroits que les voleurs ont sans doute touchés. Ils y ont peut-être déposé leur ADN. Donc après on va les conditionner, on les remettra. Est-ce que après toi c'est sec ou bien on les laisse encore sécher? On les fait sécher, donc on préparera les cartons de scellés après. Ok. Les échantillons partent aussitôt au laboratoire pour analyse. Mais les résultats ne seront pas connus avant plusieurs semaines. Bon, je te remets donc les 3 prélèvements. Tu me devras juste un café. Même si les cambrioleurs expérimentés laissent rarement des traces de leur passage, Rémi veut tout tenter. Il faut toujours avoir l'espoir en judiciaire, en enquête judiciaire, et puis c'est ce qui fait souvent la différence. Hein, c'est pourquoi se priver d'éléments si, même si ça donne rien, il faut le faire quand même, parce qu'un jour ou l'autre, ça paye. Et il y a une autre piste que l'enquêteur peut immédiatement exploiter. Car juste derrière l'entrepôt, dans cette petite maison, vit le gardien en charge de la surveillance du site. C'est lui qui a donné l'alerte. Vous allez bien? Bon. Donc vous dites à votre dame... La nuit dernière, vers 3 h du matin, l'homme entend du bruit. Il sort de chez lui et tombe nez à nez avec les voleurs. Donc c'est quand vous arrivez ici à peu près qu'ils vous voient. Là, ils vous voient, ils montent dans les voitures et ils partent. Et vous repartez en courant chez vous. D'accord. Encore un détail qui intrigue Rémi, les 2 chiens du gardien en liberté sur le site n'ont pas réagi. Pas un seul aboiement pendant la nuit. Et vos chiens à ce moment-là, ils sont? bien. Donc finalement, les chiens n'ont jamais bougé. Les chiens ne réagissent pas et les malfaiteurs sont en train de prendre la fuite. Alors le gardien décide de se lancer à leur poursuite. C'est bizarre, ouais, parce que... Problème, il n'a pas de permis de conduire. Bon. Seule solution, sortir sa femme du lit. Et vous allez réveiller votre dame. Voilà. D'accord. Donc vous dites à votre dame, lève-toi, viens m'aider, il y a un vol chez... Ouais. Donc à partir du moment où elle se réveille, vous montez tout de suite en voiture. Du coup, j'ai reparti derrière. J'ai poursuivi. Et quand vous êtes sorti en voiture avec votre épouse, avec votre compagne, quand vous tournez, vous les voyez au bout de la rue. J'ai causé à tourner. Pardon. Bonjour. Voir si La femme du gardien, etc., que vous auriez pu voir la voici. au moment du vol. À 3 h du matin, elle s'est lancée avec son mari dans une course-poursuite sur l'autoroute. Et le couple a noté un détail crucial. Ça, c'est les plaques d'immatriculation. Ça, c'est celle de la voiture et ça, c'est celle du fourgon. D'accord. Selon ces témoins, il y avait donc 2 véhicules, un fourgon et une voiture. Mais le couple est incapable d'en citer les marques et l'une de ces immatriculations laisse les gendarmes perplexes. Elle comporte un chiffre de trop. Vous avez dit... Ouais, bah c'est ça. Mais à la fin, vous savez pas. 59. 59, c'est-à-dire le numéro du département. Et là, vous vous dites que c'est 59 au bout. Ah ouais, c'est 59. D'accord. Mais vous êtes certain de ça, 2251? C'est ça. Ah putain, fou, je l'ai pris. J'ai pas mis la penchée, j'ai pas de crayon ou ça. C'est ça. Le gardien est formel, mais les gendarmes savent déjà qu'une seule de ces immatriculations est exploitable. Rémi salue en tout cas le sang-froid de ce couple qui offre à son enquête une première piste. J'aurais le permis. Là, j'en fais sinon sur l'autoroute. Moi, les voleurs. Pour moi, on était tranquille. C'est bien ce que vous avez fait déjà, vous avez quand même permis... Pour moi, ma femme, apparemment. Vous et votre femme. Ouais. C'est déjà courageux de se mettre derrière des individus comme ça. Hein. Mais pour l'enquêteur, il y a quand même des détails qui clochent. L'immatriculation erronée et ces chiens qui n'aboient pas. Alors les gardiens disent-ils toute la vérité? Ou bien cherchent-ils à garder leur place après ce vol
Pire, sont-ils complices? Pour vérifier leur version, les gendarmes ont une technique. Guidés par la femme du gardien, ils vont refaire le trajet emprunté par ces gros poissons du cambriolage. Donc c'est vous qui nous dites tout simplement à chaque étape à quel moment vous allez téléphoner au 17, à quel moment vous allez relever les plaques, etc. D'accord? On y va? Ils sont pris par où là? Gauche. Donc là ils prennent à gauche. Les faits datent d'il y a seulement quelques heures, mais vous allez voir que la mémoire de ce témoin numéro 1 est quelque peu embrouillée. Ouais, j'ai passé. Ouais, c'était ces trucs-là. Ça vous parle? C'est bon? Ah, c'était celle-là. Donc en direction de Dunkerque. On est Voilà. d'accord. Au départ, la femme du gardien est sûre d'elle. Elle se rappelle chaque moment de sa course-poursuite en pleine nuit. Donc là vous êtes toujours derrière eux et vous n'avez toujours pas pu relever l'IMAT. J'ai commencé et j'ai donné le numéro. Donc là vous commencez à relever l'immatriculation. C'est du camion parce que je me suis mis en plein phare. D'accord. Et vous êtes à peu près à ce niveau-ci là. D'accord. Ouais, à ce niveau-là. Catégorique, elle se souvient être sortie de l'autoroute juste après une aire de repos. Et c'est là que ça se complique. Vous êtes sûr qu'on est sur la bonne autoroute là, madame? Ouais, on est sur la bonne. On est sur l'autoroute que j'ai pris. Parce que on vous explique là, en fait, on est effectivement sur la direction de Dunkerque, mais les sorties que vous nous annoncez sont sur l'autoroute qui prend des directions de Saint-Omer. Je pense que sincèrement vous vous trompez d'autoroute, madame. Là, ouais, regardez. J'avais raison, je sais pas. Donc c'est là, d'accord. Ok. Bon, bah alors autant pour moi. Je sais que c'était bien. Air d'Ofka. D'accord. J'ai bien. Confortée par la présence d'une aire de repos à cet endroit, le témoin persiste. Elle affirme qu'un péage se trouve maintenant à seulement quelques centaines de mètres d'ici. Et je suis sortie au péage. Ça, je suis sûre, j'ai bien. Mais à la sortie suivante, aucun péage à l'horizon. La femme du gardien en perd son latin. Non, c'est pas. Non, ça doit pas être celle-là. J'ai pas sorti celle-là. Non, il y avait un péage. J'ai sorti, j'ai tombé directement sur un. Sur un péage. J'ai fait quoi, pas beaucoup, et j'ai tombé sur un péage, j'ai payé. La version du couple ne tient pas la route, à moins que le stress n'ait embrouillé la mémoire de cette femme. Ben, ça, ce que vous nous décrivez, en fait, c'est ce que je vous disais au départ. C'est l'autre autoroute. Hein. Parce que l'autre autoroute, effectivement, on aura des péages. Ce qu'on vous propose, c'est qu'on va reprendre par l'autre autoroute et vous allez nous dire si vous reconnaissez. Les gendarmes lui donnent une nouvelle chance. Ils font demi-tour et 1 heure plus tard, cette fois sur la bonne autoroute, Ouais, c'est cette aire-là. Aire de. Ouais, c'est Dunkerque, ouais. Là, vous êtes formel, on est sur l'aire de Dunkerque. C'était Dunkerque, c'était un truc. D'accord. une aire de repos. C'est ça, voilà. Et 2 minutes plus tard, le fameux péage. Là, à côté, je me suis mis là, à côté, là, caisse. C'est celle-là? Non, non, à côté, caisse. Côté Ouais, caisse. parce que j'avais que de l'argent. Donc, du coup, j'ai donné les 1,20 €. C'est la sortie. À quoi, monsieur, il a descendu, il a mis les pièces dedans. Cette fois, la version du témoin se vérifie. On est exactement sur le même tarif, donc on est bien au bon endroit. C'est ici que le couple de gardiens, ralenti par ce péage, aurait perdu la trace des cambrioleurs vers 4 heures du matin. Dans cette opération, Rémi n'a pas perdu son temps. Si le couple dit vrai, ses caméras de surveillance ont sans doute filmé les véhicules des voleurs de cuivre. Mais en attendant, au terme de cette première journée, l'enquêteur peut déjà exploiter un élément intéressant. L'une des 2 immatriculations livrées par les gardiens, celle qui semble valide. Et pour faire parler une plaque, les gendarmes disposent d'un outil très efficace. Comme tout enquêteur, Donc on le passe ici. Rémi peut en quelques clics consulter le fichier des cartes grises. Pour ça, il lui suffit de se connecter à un logiciel, le SIV, pour système d'immatriculation des véhicules. Ça va nous ramener à un titulaire de véhicule et puis on va essayer de faire l'environnement de cette personne-là, tout simplement, voir à qui on a affaire, si la personne est connue, ce genre de choses. Le collègue de Rémi entre le numéro de la plaque communiqué par le gardien. Donc c'est un transit blanc. Donc ça en camionnette. Ouais, transit blanc. Un fourgon blanc
comme celui décrit par le couple. Le véhicule idéal pour transporter de lourdes charges comme du cuivre. Premier réflexe des gendarmes, vérifier qu'il n'a pas été dérobé récemment. Ah, le SIV va nous dire tout de suite s'il est volé. Et la réponse est immédiate. C'est pas le cas. Donc ça, c'est intéressant. C'est intéressant parce qu'on sait qu'au jour d'aujourd'hui, le véhicule n'a pas été signalé volé depuis son acquisition. En clair, son propriétaire va devoir s'expliquer. Il devient le premier suspect dans cette affaire. Alors, il appartient à une personne de nationalité roumaine. Pour savoir si cet homme a déjà fait parler de lui, Rémi dispose d'un autre logiciel. On va le passer en mode Judex, vérifier un petit peu s'il est connu des services de police et de gendarmerie. Et surprise, il a déjà un sacré pédigré. Alors, il est connu. Donc il est connu, ça c'est bien. Avec la déjà. même date de naissance. Ouais. Il est connu pour des cambriolages. Ah, un individu connu pour cambriolage. Des cambriolages, et pas n'importe lesquels. Il mis son artois entre les liens par 4 individus roumains. Le vel porte sur des métaux usagés. Vraisemblablement déjà découpés, clôturant le site de la déchetterie. Bon. Donc Ça, ils se c'est dirigent vers la benne à métaux et se servent de divers métaux usagés qu'ils déposent dans leur fourgon. Alors là, ce qu'on peut constater quand même, ce qui est intéressant pour nous, c'est que là, on a affaire quand même à un individu qui est connu pour des faits similaires aux nôtres. Donc c'est quand même intéressant. C'est quand même une piste qu'il va falloir qu'on explore sérieusement. Dans l'une de ces affaires, l'homme a été interpellé dans un camp de Rome. Il est au camp des Nains-Beaumont. Ouais. Parce que là, on a aussi... Donc le 12 juillet 2012, il était au camp des Nains-Beaumont. Qui doit être un camp de gens du voyage ou de Roumains. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant et qu'on devra vérifier. Intéressant, mais pas franchement une bonne nouvelle pour Rémi. Le suspect appartient sans doute à la communauté des gens du voyage, une population qui vit dans des caravanes et se déplace sans cesse. Alors comment faire pour le localiser? Dans ce genre de cas, les gendarmes ont une technique très efficace. Rémi va lancer, via la messagerie interne de la gendarmerie, un appel à tous ses collègues de la région. Tu leur donnes le signalement du véhicule qu'on a. Et puis, si après, ils peuvent aussi faire le tour de leur campement qui vérifie effectivement la présence physique du véhicule, quoi. Ça serait intéressant pour nous de faire ça quand même. Hein. À partir de maintenant, si un gendarme du secteur contrôle le propriétaire du fourgon ou voit passer son véhicule, il doit alerter Rémi en urgence. Mais en attendant, l'adjudant-chef a un autre moyen d'en savoir plus sur les voleurs. Les vidéosurveillances fournies par le ferrailleur. Et les enquêteurs sont loin de se douter de la surprise qui les attend. Quelques heures plus tard, pour visionner ces images, Rémi va demander de l'aide à un empereur du détail. Ah, Titus, tu peux me faire voir les vidéos des attaques, s'il te plaît? À Calais, ce gendarme est le spécialiste de l'analyse des vidéosurveillances. Et ça tombe bien, il vient de recevoir les vidéos de l'entrepôt dévalisé. On voit bien le stock de cuivre là. Là, ils sont sur le stock de Ils cuivre. sont sur le stock là. À l'intérieur, l'image est sombre. A priori, pas grand-chose à voir. Mais le gendarme a déduit de cette vidéo des informations importantes, à commencer par le nombre de ces voleurs de cuivre. Là, tu vois, 1, 2, 3. 1, 2, ouais, sûr, et le 3, ouais, d'accord. Chaque tache de lumière correspond à une lampe torche. Les voleurs étaient donc au moins 3. Rémi sait maintenant qu'il court après une bande organisée. Une bande qui a pris tout son temps pour dévaliser cet entrepôt, si l'on en croit l'heure indiquée sur la vidéo. On peut voir qu'ils ont commencé à partir de 20h54. 20h54, j'ai les premières lampes torches à l'intérieur du hangar, jusqu'à 3h35. Au total, les voleurs ont donc passé plus de 7 heures sur place. 7 heures à déménager des brouettes de cuivre sans que personne n'entende rien. Rémi trouve cette affaire de plus en plus étrange. C'est fou quand même que les chiens réagissent pas à ça. Ouais, c'est un peu étrange quand même. Hein. Et Titus va très vite repérer un autre détail très intrigant. Cette fois sur la deuxième caméra fixée à l'extérieur du bâtiment.
Ici, aucune trace des malfaiteurs, mais en revanche... Donc là, on est face au bungalow sur le bout, donc on voit... Ouais, d'accord. Là c'est son bungalow en haut, d'accord. Dans le champ de la caméra, la petite maison du gardien. Devant Rémi, l'homme avait expliqué avoir été réveillé par le bruit vers 3 h du matin. Mais voilà, la vidéo semble raconter une autre histoire. Entre 1h et 1h20, à 4 reprises, il va bouger le rideau de la porte. La porte arrière du bungalow, La là? porte arrière. De 1h10 à 1h20. Et qu'est-ce qu'il fait concrètement? Il regarde? Rien. Le rideau s'écarte. Après, si c'est lui ou pas, j'en sais rien. Mais le rideau s'écarte et il ne sort pas. Tiens, fais-moi voir ça, là. Hop. Ah oui. Tu vois? Vers 1 h du matin, c'est-à-dire 2 heures avant le départ des voleurs, une silhouette se présente à la fenêtre à 4 reprises et semble observer l'entrepôt. Mais pourquoi il regarde comme ça? Ouais, c'est un peu étrange quand même. Si les gardiens dormaient vraiment, comment expliquer ces allers-retours à la fenêtre? Le couple héroïque, qui a poursuivi les voleurs, serait-il en réalité complice? Ce qui est compliqué à comprendre, c'est que sa déclaration n'est pas forcément, ne corrobore pas forcément les éléments et les faits qu'on a pu nous constater. C'est encore un peu tôt pour pouvoir conclure qu'effectivement il y a une complicité, mais c'est pas à exclure. Rémi garde en mémoire ses constatations dans l'entrepôt. Les voleurs qui choisissent la seule porte, sans alarme. Les chiens qui n'aboient pas, malgré le bruit. Et maintenant ce rideau qui bouge 2 heures avant le départ des voleurs. Dans ce genre de cas, les gendarmes ont une technique. Enquêter discrètement sur la vie privée des potentiels complices. Très souvent, ils découvrent de mauvaises fréquentations ou des soucis d'argent passagers qui les conduisent sur une mauvaise pente. Rémi a donc convoqué le couple de gardiens. Je vous fais rentrer? Pardon, je passe devant, ça vous embête pas? Il va les entendre séparément pour traquer la moindre incohérence dans leur version des faits. Installez-vous. Il commence par la femme du couple et l'entretien démarre par quelques formules de politesse, histoire de la mettre en confiance. Ça a été la route, pas de soucis? Ouais. Ensuite, pas à pas, Rémi reprend toute l'histoire. Et avant toute chose, il veut vérifier un point essentiel. Qui, d'elle ou de son mari, En tout état de cause, a soulevé le fameux rideau la nuit des faits? Avant que votre ami ne vienne vous réveiller, vous dormiez tranquillement. À aucun moment vous n'avez entendu du bruit, à aucun moment vous vous êtes levé pour une raison quelconque. Et vous vous étiez couché à quelle heure? Je devais être entre 11h30 et minuit. Donc on est bien d'accord, entre minuit et demi, l'heure à laquelle vous allez vous coucher, et le moment où votre ami vient vous réveiller brutalement, vous n'entendez rien. D'accord. La femme du gardien est formelle. Elle n'a rien entendu et n'a touché aucun rideau. Rémi va alors faire glisser son audition vers des questions plus personnelles. Vous, on va terminer juste sur votre situation un petit peu personnelle. Vous êtes donc en concubinage avec ce monsieur Ouais. Sa vie de couple, Par contre, ses je me activités, souviens avoir pris la voiture tout y passe. aussitôt. Mais voilà la question qui intéresse vraiment les gendarmes. Vous n'avez pas de soucis particuliers, je dirais problème financier, problème... Monsieur ne travaille pas, Donc financièrement, c'est difficile pour vous. c'est D'accord. Est-ce que vous êtes en interdit bancaire, quelque chose? Ouais. Banque de France ou... Banque de France. D'accord. On a dû faire un dossier de surendettement. Vous avez fait un dossier de surendettement? Voilà, D'accord. comme on sort beaucoup de crédits. Ça, après, vous montez. De gros problèmes financiers. Les gendarmes le savent, très souvent dans les affaires de complicité, l'argent est la principale motivation. Allez, merci à vous. Si il est en difficulté financière, peut-être a-t-il été complice qu'il a laissé travailler les auteurs. Il en a peut-être récupéré quelque chose. Mais si le gardien a vraiment aidé les voleurs, comment le prouver? C'est à son tour de passer sur le grill. Allez-y, monsieur, rentrez.
Voilà, vous allez vous installer en face, regardez monsieur, il y a une place impeccable. L'homme n'a pas d'antécédent judiciaire. S'il a la moindre responsabilité dans cette affaire, il ne résistera sans doute pas à une audition musclée. Rémi et son collègue Titus vont tenter de l'impressionner. Je vais vous poser des questions, mais je vais vous expliquer concrètement aussi que j'ai du mal par moment à croire à votre version. Oh. Dites-moi, je suis compétent. Alors, on n'en est pas au point de dire que vous êtes complice, mais j'ai des questions qu'il faut clarifier. L'homme semble tomber des nues. Mais Rémi va méthodiquement pointer du doigt les incohérences de son récit. Première d'entre elles, les voleurs sont restés sur place pendant 7 heures et il n'a rien entendu. Mon souci, c'est qu'entre 19h30 et 3h, il ne se passe rien, alors que vous-même, vous êtes là pour surveiller. Il ne se passe rien et les gens sont en train de voler. Il y a presque 6 ou 7 heures de travail, de vol, et vous n'entendez rien. Comment puis-je penser, moi, que vous n'êtes pas en lien avec ces gens? La télévision, vous la plusieurs qui doivent être à fond. Et moi, c'est un peu sûr. Mais c'est vrai, mais tout seul. Donc chez vous, il y avait un peu de bruit. Ah bah ouais. La télé aurait couvert le bruit des voleurs. L'explication est plausible. Mais vient ensuite le principal élément à charge. Ce rideau qui bouge à 4 reprises alors que le gardien affirme dormir à point fermé. On a une vidéo qui est, je dirais, positionnée de façon à ce que l'on voit aussi votre bungalow. Et à votre bungalow, à 1h12, on voit qu'il y a une personne qui écarte le rideau, qui regarde dehors. Est-ce que vous vous souvenez de ça, vous? Ah non. Non? On voit bien qu'il y a quelqu'un qui écarte le rideau un petit peu, et pendant une dizaine de secondes. Ah mais toujours, le petit chien est toujours là aussi. Hein. Le petit chien est toujours à la porte. Hein. Pourquoi c'est lui qui écarte le rideau? Mais il s'amuse. C'est vrai, c'est vrai. Non, vous allez quand même pas me faire croire qu'un chien écarte un rideau. Ah bah non. On n'est pas dans la 4e dimension, là. Hein. Est-ce que vous avez regardé à la fenêtre, ouvert le rideau à plusieurs reprises entre minuit 30 et 3h? Bah je fais souvent, ouais, tous les jours. Est-ce que vous l'avez fait ce jour-là? Est-ce que vous l'avez fait ce jour-là? Bah je sais pas, vous m'avez dit. D'accord. Mais c'est possible que vous l'ayez fait. Ah ouais, c'est possible. D'accord. Pour le gardien, la pression est trop forte. Il finit par s'effondrer. Rémi met fin au supplice. Regardez-moi en face. Bah oui, regardez-moi dans les yeux. Regardez. Et on va clore le débat. Ouais. Monsieur, est-ce que vous avez à voir quelque chose avec ces voleurs? Vous un pistolet. Je jure sur ma tête, il m'a fait comme un bon monde, là. D'accord. Sur mes gosses. D'accord. J'ai rien à mettre, En gros. J'aurais décompris, j'aurais pas compris, qu'on se parcourt avec eux, sur l'autoroute. J'aurais été parti. D'accord. L'enquêteur sent que l'homme ne joue pas la comédie. Il n'a sans doute rien à voir dans cette histoire et redevient un héros. Écoutez ce que je vous dis, monsieur. Si je vous croyais pas, je pense que je vous aurais mis en garde à vue. Bah ouais. D'accord? Ouais, ouais. Donc voilà. Donc rassurez-vous, je vous crois. Cependant, nous avions besoin de vérifier quelques éléments troublants. L'histoire de la vidéo se posait des questions. Bah ouais, là, écoutez. votre témoignage nous rassure. Il fallait juste vérifier la situation. Et on peut, en l'état actuel, penser, d'accord, je pense que mon collègue sera d'accord avec moi, on peut penser qu'effectivement, vous n'êtes pas complice de ces gens et qu'il faut même rendre à César ce qui appartient à César. Dites-vous bien que c'est grâce à vous si on arrête les auteurs. Titus acquiesce et rend à César ce qui lui appartient. Allez-y. Mais alors, si le gardien est innocent, il reste une énigme à résoudre. Pourquoi ces 2 chiens n'ont-ils pas défendu l'entrepôt? Ont-ils été drogués? Connaissaient-ils les voleurs? Pour y voir plus clair, les gendarmes vont devoir faire le test et jouer les cambrioleurs. Le lendemain matin, retour à la casse où le vol de cuivre a eu lieu. Merci d'être venu, c'est super sympa. Rémi a demandé de l'aide à l'un de ses collègues, ce maître chien, qui va se déguiser en voleur pour les besoins de l'enquête. Après, moi, le but... Alors, je t'explique. En fait, il a 2 chiens. D'accord? Il y a le plus jeune ici qui a pas l'air ultra méchant. Hein. Mais par contre, il en a un deuxième qui l'annonce comme étant assez méchant. Donc, il paraît que si
il le lâche, il va venir au contact. D'accord ? Le but, si tu veux, c'est qu'on va se remettre un peu en condition de fermeture. On va fermer tout ce qu'il faut au niveau de l'établissement et on te laissera rentrer dans l'enceinte et on lâchera le chien et on va voir si le chien il réagit à la situation. Hein ? Évidemment, avant d'aller taquiner les fauves, tu mets ta combi complète alors ou... Le maître chien va prendre quelques précautions. Équipé de cette veste rembourrée, il va s'introduire dans l'entrepôt. De son côté, Rémi, à l'abri dans ce véhicule, va observer les chiens. Donc voilà, hein, là on arrive en situation réelle et on va observer un peu leur réaction. Ce que tu peux faire, c'est faire du bruit justement pour voir si tu attires leur attention. Le maître chien cogne sur ces objets métalliques depuis 10 bonnes minutes lorsque les deux animaux pointent enfin leur museau. Ah, ils sont là les chiens, ils arrivent. Mais au lieu de se précipiter sur le maître chien, les deux bêtes semblent très heureuses d'avoir trouvé un nouveau compagnon de jeu. Là, on a du foudre de guerre. Avec quelques croquettes, le maître chien parvient même à s'en approcher et à s'en faire des amis. Ouais, je peux repartir. C'est QFD. La démonstration est sans appel. Les chiens de garde sont doux comme des agneaux. Ils ont même peur d'une caméra. Ils ont très bien pu passer toute la nuit à côté des voleurs de cuivre sans jamais s'intéresser à eux. C'est-à-dire que là, il fuit, quoi. Ah ouais, ça c'est pas un chien d'attaque, ça. Ça c'est pas un chien d'attaque. L'énigme est en tout cas résolue et le gardien définitivement hors de cause. Ça nous permet de déduire que le vigile n'a pas forcément retenu ses chiens, qu'il était parfaitement possible qu'ils soient dehors et que voilà, qu'ils ont pu œuvrer même avec la présence des chiens sans aucune difficulté. Voilà, bon, c'est la conclusion. La piste de la complicité vient de tomber à l'eau. Après 3 jours d'investigation, l'enquête piétine. Les espoirs de Rémi reposent maintenant sur le travail des scientifiques qui, à 200 km de là, auront peut-être plus de chance. Rosny-sous-Bois, en banlieue parisienne. C'est ici que se trouve l'IRCGN, l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale. Rémi a envoyé dans ses laboratoires ces fameux cotons-tiges. Les échantillons prélevés dans l'entreprise cambriolée sur l'interrupteur, la pompe à essence et la brouette. Des objets susceptibles d'avoir été touchés par les auteurs du vol et donc de garder des traces de sueur ou de minuscules fragments de peau des suspects. Depuis 3 jours, ces prélèvements passent dans toute une série de machines comme cette centrifugeuse pour être analysés. Les résultats sont attendus aujourd'hui. Si des traces d'ADN sont présentes, elles s'afficheront sur cet ordinateur. On se rend compte qu'il n'y a aucune caractéristique génétique qui a été déterminée sur l'ensemble des régions d'ADN analysées. Donc aucun renseignement exploitable au niveau de l'ADN en tout cas. Nouveau coup dur pour Rémi. C'est sûr. Rien du côté du gardien, rien non plus du côté de l'ADN. Il n'a pour l'instant qu'une seule et unique piste. Ce suspect, propriétaire d'un fourgon dont l'immatriculation a été repérée par le couple de gardiens. Et c'est justement de ce côté-là que l'enquête va enfin progresser. Ce matin-là, Rémi retrouve son collègue Titus, le spécialiste des vidéos. Il vient de recevoir les images du péage où les voleurs ont semé les gardiens. Regarde ce que j'ai au niveau du péage Le Lier viennois. Dis-moi que c'est positif. Bah, bien sûr que c'est positif. Ah, bien, Titus. Alors, regarde. À l'heure indiquée par les gardiens... Ah, le vlog, hein. Ah ouais. Titus a découvert ce camion blanc, qui est en réalité un camion benne, et à l'intérieur... Et on voit bien le cuivre, là. Hein. Un important chargement. C'est bien, ça, nickel. Ah, c'est celui-là en plus. Hein.
Les gardiens avaient également affirmé avoir vu une voiture cette nuit-là. Alors Titus a recherché la trace d'un autre véhicule qui serait passé juste après le camion. Rien. Mais juste avant, en revanche, Ah, c'est la voiture qui nous intéresse. une berline. On a bien une BM là et le fourgon derrière. Rémi a l'habitude de visionner ce genre d'images. Pour lui, aucun doute, la voiture est une BMW. Malheureusement, la vidéo n'est pas d'assez bonne qualité pour pouvoir relever sa plaque. Donc finalement, on a bien les deux véhicules que le concierge m'a donné, quoi. La version du couple de gardiens se confirme. Mais comment trouver cette fameuse BMW? À ce stade, Rémi est bloqué. Heureusement pour lui, au même moment, l'appel à toutes les unités qu'il avait lancées quelques jours plus tôt pour retrouver le fourgon et son propriétaire va finir par payer. De retour au bureau dans l'après-midi, Rémi n'a même pas le temps d'enlever son blouson. Tu vas appeler Rodolphe, ouais. Son collègue veut lui annoncer la nouvelle qu'il attendait. Qu'est-ce qu'il y a de chaud? Donc j'ai eu contact avec la brigade de recherche d'Arras. Ah d'accord, ouais. À 100 km de là, d'autres gendarmes ont repéré le fameux fourgon lors d'une opération dans un camp de Rome. Donc ça, c'est dans le cadre des interpelles qu'ils avaient menés sur un camp il y a 15 jours, 3 semaines, ça. C'est concernant les vols de métaux. Ouais. Donc deux choses. La première, donc les identités. Au niveau des identités, donc c'était contrôlé le 11 octobre 2012 au camp de Montigny-en-Goël. Ouais. On tombe sur... Ah là, ça c'est bien, ça. C'est notre gars. Là, on a un match positif. Et le propriétaire de ce fourgon semble faire partie d'un gang bien rodé. Leurs collègues d'Arras connaissent sa manière d'opérer, sa manope, dans le jargon des gendarmes. Je vais te décrire la manope qu'ils font. Deux véhicules, un véhicule léger qui rentre. Les personnes dans le véhicule léger font les fractions. Ils arrachent le bardage, ils rentrent dans les bâtiments, dans les sociétés. Et il y a un camion qui passe derrière et qui charge et après il se barre. On est pleinement sur la même manope, là. Exactement la même manope. Donc je pense qu'on fait bonne route. Pour en savoir plus, le meilleur moyen, c'est de se rendre sur place. Les Calaisiens partent immédiatement pour Arras. Leurs collègues sont à plus d'1 heure de route, mais malgré la distance, Rémi et ses adjoints vont gagner ce jour-là un temps considérable. Bonjour. Enchanté. C'est Christophe, cet enquêteur, qui les a contactés. C'est lui qui a contrôlé le fameux camp de Rome. On l'a tapé il y a 3 semaines, le camp. 3 semaines, un mois. Ouais. Ce que Rémi vient rechercher ici, ce sont des détails précis. Il veut tout connaître de son suspect, le propriétaire du fourgon, et du camp de Rome où il semble installé. C'est dans une impasse. Quand on rentre, tu as une grande place où tu as 4-5 caravanes. À l'époque, on y est allé. Et après, tu as 2 allées en enfilade. Et derrière ces 2 impasses, tu as une ancienne fondation industrielle et tu as une cave en dessous. Et c'est là où ils entreposent tout le matos qu'on a découvert, nous. Ouais. Ok. Par contre, vous aviez fait donc des photos. Rémi le sait, les gendarmes font des photos pendant ce genre d'opération. L'enquêteur espère y retrouver le fourgon et la BMW qu'il recherche. Vous savez toutes les IMAT des véhicules présents ou pas? On a fait des photos. Je peux pas te donner de... Si je te file un disque dur, tu peux me basculer tout? Je peux tout mettre. Impeccable, je vais regarder. Ces clichés vont bientôt faire basculer l'enquête de Rémi. Sur le chemin du retour, l'adjudant s'empresse de regarder les photos. Et là, au milieu des caravanes et des familles, surprise, une BMW Bordeaux avec une plaque qu'il repère immédiatement. Oh les gars, trop bon. On fait match. Ah ouais, direct. Excellent. C'est 2251. C'est une plaque, elle est montée sur une BM, quoi. Si l'immatriculation de la BMW a fait tilt dans l'esprit de Rémi, c'est parce qu'elle est identique à celle donnée par le gardien. À un détail près, l'homme avait rajouté le 59, numéro du département.
Il s'agit en réalité d'une plaque espagnole. Maintenant, on est certain qu'on est sur une bonne piste, qu'on est sur le campement qui est le bon, et on a retrouvé la trace de cette immatriculation sur le camp. Donc voilà, ça me permet d'entrer sur le camp, ça permet de vérifier, on est bien, c'est excellent. Et pour Rémi, ce n'est que la première bonne nouvelle. Car les gendarmes d'Arras lui ont fait un deuxième cadeau. Lors de leur contrôle dans le camp, plusieurs habitants ont été pris en photo. Et parmi eux, le propriétaire du fourgon. Excellent. Et j'ai la trombine à aussi. Bien ça. Ouais. Bah ouais, attends. C'est cool qu'ils aient fait ce contrôle là, on est bien, hein. Rémi n'avait pour l'instant que 3 suspects sans visage. Il a désormais celui de l'un d'entre eux, le propriétaire du fourgon utilisé pour le casse. Toujours rien en revanche sur les 2 autres, mais il sait désormais comment retrouver le propriétaire de la BMW grâce à sa plaque espagnole. Ouais, Thierry. Il appelle aussitôt Titus, resté à Calais, pour qu'il se renseigne sur lui dans les fichiers de la police française, mais aussi espagnole. De retour à la gendarmerie, son collègue a déjà les résultats de cette recherche. Concernant la BMW immatriculée 2251, elle appartient à qui est originaire d'Espagne. Lui aussi est roumain et en Espagne, il a déjà un casier bien rempli. Il est connu pour 34 faits de cambriolage, vol de métaux, etc. Ah ouais. La voiture, elle est signalée par une équipe de l'Espagne qui nous demande de contrôler tous les occupants et à la rigueur de regarder un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur et de les prévenir à l'issue. Cette BMW est déjà recherchée en Espagne. Elle pourrait avoir servi là-bas à d'autres cambriolages. Le propriétaire est manifestement un professionnel du vol de métaux. Plusieurs juges espagnols aimeraient bien lui mettre la main dessus. Il y a 2 fiches de recherche par 2 juges d'instruction différents. Voilà. Ah ouais. Donc quand on va la voir, si jamais on l'a, il faut s'attendre à avoir les 2 fiches de recherche qui vont tomber. Pour la brigade de recherche, l'enquête progresse pas à pas. 2 des 3 silhouettes ont désormais un visage. Et Rémi a suffisamment d'éléments pour les interpeller. Mais comment identifier le 3e homme qui tenait l'une de ces lampes torches le soir du vol de cuivre? Rémi se dit que les 3 malfaiteurs présumés font sans doute partie de la même communauté et vivent sans doute dans le même camp, celui où la BMW a été repérée. Et vous allez voir que pour identifier le 3e homme, il va utiliser une technique surprenante. Cette technique permet de localiser n'importe qui grâce à son téléphone portable. Chaque appel passé ou reçu sur un mobile est transmis par une antenne relais comme celle-ci. Il y en a sur tout le territoire et grâce à elle, les gendarmes peuvent situer chaque téléphone à l'heure précise d'une communication. Or, Rémi sait que le soir des faits, les voleurs se trouvaient entre 20h et 3h du matin autour de l'entreprise de métaux cambriolés. Et à 4h, au niveau de ce péage. Les gendarmes ont donc demandé aux opérateurs téléphoniques la liste des numéros localisés à ces 2 endroits dans ces créneaux horaires. Et les identifs. Il a les identifs. Les identifs des numéros. Alors. Et ils viennent justement de recevoir les résultats. Au total, une dizaine de numéros. Alors, on est sur quoi là? Les opérateurs ont aussi fourni les noms et les adresses des titulaires de ces lignes. Et surprise... Ça, c'est l'adresse du camp. Puis là, c'est marqué Caravane. Caravane de la Place, à Lille. Bon, on est peut-être dans le vrai. Hein. Rue Victor Hugo, il faudra regarder. Ici, en Jaurès. Salvatore Lender. Là, c'est l'adresse du camp. Oh, on est peut-être bien. Certains propriétaires de ces portables résident apparemment dans le fameux camp de Caravane qui intéresse les gendarmes. Mais comme ils changent souvent d'adresse, comment être sûr qu'ils y vivent toujours?
La brigade de recherche va encore une fois utiliser les informations des gendarmes d'Arras. C'est peut-être bon, c'est de revérifier sur les listings qu'on a, tu sais, sur les premières vérifs qui ont été faites par Arras. J'ai de sortir la liste des personnes. Leurs collègues viennent de contrôler certains habitants de ce camp. Il n'y a plus qu'à comparer la liste des noms qu'ils ont relevés avec celle des titulaires de ces lignes. Là. Donc là, on a un téléphone qui revient sur du à Montigny-en-Goël. À Montigny-en-Goël. Au boulevard Saint-Vendée, ça c'est le camp. C'est le camp, ouais. C'est le 85, 95. Celui-là. Celui-là vient au camp. Celui-là vient au camp. D'accord. Rémi cherchait son troisième suspect et au final, ce sont pas moins de 5 téléphones qui se trouvaient dans le périmètre de la casse et celui du péage la nuit du vol de cuivre. Alors combien était-il exactement ce soir-là? Voilà comment l'enquêteur compte le découvrir. En première phase d'interpelle, on va, dès notre arrivée sur place, faire sonner, contacter tous ces téléphones-là. Si effectivement ça sonne dans des caravanes, on ira vérifier déjà l'identité, on ira vérifier que c'est le bon téléphone, et en fonction de ces éléments-là, on placera éventuellement les gens soit en garde à vue si on peut le faire, soit on les entendra en audition de témoin pour qu'ils nous expliquent pourquoi ce téléphone est dans leur caravane, quoi. En clair, une simple sonnerie trahira peut-être le troisième homme et éventuellement d'autres complices. Après 2 semaines d'enquête, la phase finale est maintenant imminente. Les gendarmes s'apprêtent à interpeller leurs suspects. Le problème, c'est que les gens du voyage sont très mobiles et changent souvent d'adresse. Rémi doit donc s'assurer que la BMW Bordeaux et le fourgon qui a transporté les 8 tonnes de cuivre n'ont pas levé le camp. Et l'enquêteur doit le vérifier sans se faire repérer. Le succès de son enquête en dépend. Alors Rémi mobilise tous les moyens de la gendarmerie, même les plus impressionnants. Ce matin, il a rendez-vous sur cet aérodrome avec 2 spécialistes des repérages aériens. Monsieur, bonjour. Jean-chef de la BR Calais. C'est vous qui m'emmenez là-haut? Tout à fait. Bon, ok. Donc le but de la mission, si vous voulez, c'est qu'on survole le camp de Montigny-en-Goël. L'idée, c'est d'essayer de me repérer 2 véhicules qui font l'objet des cibles qu'on a. C'est des véhicules qui appartiennent aux gars qui ont volé chez nous. L'hélicoptère est équipé d'une arme redoutable. Une caméra très puissante, protégée derrière cette coque. Elle est capable de repérer et de photographier à des kilomètres de distance une plaque d'immatriculation. Pression température, c'est bon, les portes c'est bien fermé, tout le monde est attaché derrière? Oui. Oui. Ok, restera le pas général. En quelques minutes, l'hélicoptère atteint la zone à surveiller, juste à la sortie de cette petite ville du Nord. C'est là que se trouve le camp où la BMW a été vue la dernière fois. Il faut que je récupère le focus, voilà. Grâce aux 2 écrans placés devant lui, cet opérateur peut cibler les objectifs et les analyser en direct. J'envoie le point. On va sur le premier point. Donc normalement, le camp se trouve ici. C'est vraiment précis. Hein. Donc en fait, on cherche un Ford avec plateau, une BM plutôt Bordeaux. Pour guider le pilote, Rémi transmet toutes les informations accumulées au cours de son enquête. En fait, le camp il se compose de 3 parties. Il y a une partie qui fait plutôt place principale et après il y a 2 allées. Et la BM, je crois qu'elle est dans l'une des allées là. C'est pas ça, il y a ça. Hop. Première alerte, une berline Bordeaux. Non, les maths ne correspondent pas. Raté. Et après 20 minutes de survol, aucun véhicule ne correspond. Je vois pas ce qu'on pourrait faire de mieux. Ça a dû bouger. Hein. Pas grave, ça, au moins ça va me permettre de dire qu'ils sont plus là et un peu de chance, on va les revoir à Lille. Hein. Oui, bon, on va voir ça. Rémi décide alors d'aller inspecter un 2e camp, près de Lille, à une trentaine de kilomètres de là. L'un des principaux lieux de rencontre des gens du voyage de la région. Il a bon espoir d'y localiser le fourgon et la fameuse BMW. Ouais, on commence à voir, ouais. La caméra enregistre d'abord quelques vues générales.
Je filme l'environnement au cas où vous devriez intervenir. Ouais, les zones d'accès, et puis... Puis l'opérateur commence à balayer le camp. Et là, Rémi repère tout de suite une cible potentielle. Ah, il y a un plateau qui serait pas mal là. Oui, celui-là. Ouais, ça pourrait des fois être intéressant. Ouais. D'accord. Un plateau, une sorte de fourgon ressemblant à celui filmé par les caméras du péage le soir du vol. L'hélicoptère se replace et le puissant zoom dévoile la plaque. 59. Ah, c'est pas ça. Pas la bonne image et c'est un Iveco. Mais par contre, l'arrière, ça ressemble à ce qu'ils font, quoi. Oui, oui. Après avoir ratissé la zone, nouvelle déception, les véhicules recherchés ne sont pas là non plus. Ok. Et on tourne sur lance. Retour à la base. Impossible de mobiliser cet hélicoptère plus longtemps. Il n'y en a que 2 pour toute la région et l'heure de vol avoisine les 1 000 €. En retrouvant le plancher des vaches, Rémi fait un peu la grimace. Il va devoir s'y prendre autrement pour localiser ses véhicules. Bah, je suis un petit peu déçu dans le sens où je n'arrive pas à localiser mes objectifs physiquement. Je doute pas qu'ils soient encore présents sur le camp, mais aujourd'hui on ne les a pas vus. Donc c'est un petit peu embêtant. Ça va m'obliger à faire des surveillances physiques précises qui ne sont pas forcément simples à mettre en place et puis relativement dangereuses entre guillemets parce que s'approcher d'un camp de Rome c'est jamais simple. Rémi va devoir prendre des risques. Il est persuadé que ces suspects sont toujours dans le camp où ils ont été repérés il y a un mois. Peut-être se sont-ils juste absentés quelques heures aujourd'hui. Pour en avoir le cœur net, il va devoir faire ce qu'il redoutait, s'approcher au plus près du camp sans se faire repérer. Pour ce genre d'opération, son meilleur allié, c'est la nuit. Nous l'accompagnons en caméra nocturne. Le but, ce serait de voir un petit peu si ça bouge la nuit. Et puis, si on a la chance de voir au moins le fourgon, s'il sort, ça va nous confirmer que le fourgon est encore là. Pour ces surveillances discrètes, la première chose à faire est de trouver l'emplacement idéal. Celui où l'on voit sans être vu. Il n'y a pas beaucoup de voitures en fait. Hein. C'est vachement éclairé. Puis c'est éclairé, ouais. Fais un premier passage. On va voir où est-ce qu'on peut se poser là. Après un rapide passage devant cette rue, la seule qui mène au camp, ils font demi-tour et optent pour une place à 20 mètres de l'entrée de la rue. Après, essaye là. Bien, là. Ça n'est pas l'emplacement parfait, ils sont éclairés par un lampadaire, mais d'ici, ils pourront surveiller les allées et venues. Tu vois de ton côté là? Ouais, je vois la sortie. Ouais. Tu vois les voitures passer? Je vais pouvoir te les annoncer. Ouais. L'idéal pour Rémi serait de surprendre les suspects en pleine action. En général, quand ils partent sur les cambriolages, ils partent à peu près à cette heure-là pour travailler. Donc, si on a la chance que, par exemple, ce soir, ils décident de monter sur un cambriolage, on va peut-être voir sortir un fourgon, on va peut-être voir sortir les véhicules qui nous intéressent. Commence alors une longue attente. Dans ces enquêtes de terrain, les planques représentent une grosse partie du travail des gendarmes. J'aimerais bien avoir ma voiture, ma petite camionnette, moi tout voilà. Et là, vous pouvez rester combien de temps comme ça en planque? On est plus souvent ensemble qu'avec notre femme en ce moment. Ouais. Donc, un certain temps. À chaque passage d'un véhicule, les enquêteurs sont en alerte. Et vers 1h du matin, ça sort un peu. 2 puissantes berlines sortent du camp. Ils vont à droite. Il y a l'Alpha. Tu l'as celle-là? T'as vu, c'est les deux, hein? C'est quoi ces deux-là? On les a jamais vus. C'était 2 breaks, ça? Noirs? Ouais. Faut qu'on les identifie, parce que t'as vu, ça, c'est... Ils sont restés quoi, 30 secondes dans le camp? Ils sont pas restés longtemps, là, hein, mais c'est reparti tranquillou, là. Hein. Mais cette nuit-là, aucune trace des 2 véhicules qui intéressent les enquêteurs. Ils abandonnent leur position vers 2h du matin. Bah là, on va lever le dispositif parce que on est déjà tard dans la nuit et puis
Pour l'instant, on a eu quelques véhicules qui ont effectué des passages et des allées et venues dans le camp, mais rien de probant pour nous. Impossible de planquer plus longtemps, les gendarmes finiraient par être repérés. Pour localiser les suspects, il faut donc à nouveau changer de stratégie. Et Rémi va mettre en œuvre des moyens beaucoup plus pointus. Il va faire appel à des techniques de surveillance ultramodernes, mais aussi à une méthode ancestrale que les gendarmes n'aiment pas beaucoup évoquer et encore moins montrer. Quand ils sont au point mort dans une affaire, les enquêteurs abattent un atout redoutable, leur réseau d'indices. Des informateurs qui sont leurs yeux et leurs oreilles dans les univers les plus opaques. Les gendarmes en ont partout, y compris chez les gens du voyage. Et c'est justement l'une de ces indices que Rémi va rencontrer aujourd'hui, l'une des rares qui puisse l'informer sur ce milieu très secret. On peut jamais croire à 100% ce que nous disent les agents de renseignement, mais ils ont un intérêt aussi à le faire. S'ils le font, c'est qu'ils n'ont pas d'intérêt non plus à nous mentir. Après, je dirais, c'est les informations qu'elle peut nous donner, ce sont déjà vérifiées sur d'autres affaires. Pour l'instant, on la considère comme digne de confiance, jusqu'à preuve du contraire. Exceptionnellement, les gendarmes ont accepté que nous assistions à cet échange. La rencontre discrète aura lieu sur ce parking de supermarché. L'informatrice risque sa vie. Vous ne verrez pas son visage. Sa voix a été modifiée. C'est Rémi. Rémi. D'accord ? C'est chez lui qu'il y a eu un très très gros vol. D'accord ? La femme est âgée d'une 60aine d'années. Elle vit dans un autre campement de Rome, près de Lille, mais l'un de ses amis vit dans le camp surveillé par Rémi. Et elle connaît parfaitement les trafics qui s'y déroulent. À combien ils vont quand ils vont voler? Ils sont beaucoup? Ouh lolo, tous les jours. Tous? 25 personnes. Combien tu dis? 20 personnes. 20 personnes qui sont capables d'aller en même temps? Ah ouais, en même temps. S'ils gagnent beaucoup de cuivre, toi tu prends ta 500 €, toi tu prends ta 500 €. Ah ouais, d'accord, ils se partagent tout, oui. mais ils y vont tous ensemble? Oui. D'accord. La technique semble bien rodée. Mais le fourgon et la fameuse BMW Bordeaux sont-ils garés sur le camp en ce moment? Elle est là, la voiture? Et tu sais pas qui c'est qui Ce le matin, conduit? j'ai vu un camp, sur le camp. Sur le camp? Ouais. Ah, c'est pas grave, c'est pas grave. Bonne nouvelle, la voiture est bien là. Mais selon l'indique, le propriétaire, lui, s'est absenté. Et c'est lui la cible principale. Et quand il est parti là, il est parti quand? Ce week-end ou lundi? Lundi, je crois. Il est parti lundi? Oui. Il vient avec qui d'habitude? Il vient tout seul ou il vient avec quelqu'un? Avec sa famille. Sa famille? Et pas de... Il y a qui dans la famille? Son fils, ses frères? Il n'y a que sa femme. Sa femme? Et un bébé. Grâce à l'informatrice, Rémi espère être alerté dès le retour du suspect. Bien, faut appeler, d'accord? Oui, oui. Tout de suite. Nous, on vient avec Arnaud. Si tu peux pas parler, message, tu sais écrire en français. Oui. Tu fais un cœur. Tu m'envoies un cœur. Oui, oui. Ah, je t'aime. Et puis moi, je comprendrai. Oui, oui. Ok? Et voilà pourquoi l'indique prend autant de risques. C'est pour ça que si toi, tu nous aides, toi tu vas avoir de l'argent. C'est normal. Oui, je vais dire que je gagne 5 000 €. Ouais. Là, après, quoi faire? Oh. Ah ouais, direct. Okay. Les gendarmes ont le droit de rémunérer les indiques. Okay. Allez, je te laisse. D'après nos informations, le tarif est proportionnel à la valeur de la marchandise récupérée. Cette fois, Rémi espère toucher au but. Elle sait qu'il est parti dans un campement. Et apparemment, ça c'est sur l'île et c'est un gros campement roumain. Elle sait qu'il va revenir, mais elle ne sait pas vraiment quand. L'enquêteur peut-il faire totalement confiance à cet indique et tout miser sur sa collaboration? L'enjeu est trop important, alors il ne va pas attendre son appel les bras croisés. Il va également utiliser une technique de surveillance digne d'un agent secret. Le lendemain matin, Rémi et son collègue Titus se rendent dans une section très spéciale
de la gendarmerie d'Arras, la cellule des renseignements judiciaires. Salut, tu vas bien? Ici, 2 enquêteurs sont spécialisés dans les technologies numériques. Dans le plus grand secret, ils ont installé, à la demande de Rémi, une caméra de surveillance sur ce poteau électrique, en face de l'entrée du camp. Pendant 48 heures, elle a enregistré de jour comme de nuit toutes les allées et venues. Prends un papier, un stylo, s'il te plaît, Titus, qu'on note à peu près les horaires. Les yeux rivés sur l'écran, les gendarmes scrutent chaque image. Rien d'intéressant pendant 20 minutes, et soudain... Yes! C'est tout bon. Attends, je me le remets rien que pour le plaisir, là. La BMW Bordeaux fait son apparition dans le camp. Non, mais là, j'avoue que j'ai de la chance. Regarde la couleur, regarde la couleur. Je suis pas quelqu'un de chanceux, Et c'est rare. dis-moi si c'est Bordeaux. Mais là, franchement, je mets en route la caméra, 10 secondes après, je tombe sur ma voiture. Et à peine 2 minutes plus tard... Ça, c'est notre fourgon. Le fameux fourgon blanc que les gendarmes n'avaient encore jamais croisé. Il part quelques minutes après, ouais. Donc 14h48. Grâce à cette surveillance permanente, Rémi est certain que les 2 véhicules étaient encore sur le camp ce matin même. Là, je suis ultra content. On est ultra bon. Ils sont pas partis. Ça me rassure. Rémi peut maintenant passer à l'attaque. Et il doit intervenir au plus vite pour ne pas laisser au suspect le temps de lui échapper. Je te dis merci surtout. Et puis, Demain à l'aube, les gendarmes vont investir le camp de Rome. Rémi espère y trouver ses 2 principaux suspects et leurs véhicules, la BMW et le fourgon repéré par les gardiens. Il tentera aussi d'identifier d'éventuels complices en faisant sonner leur téléphone portable. Et vous allez voir que pour ce genre d'opération, les gendarmes n'hésitent pas à mettre les moyens. Le lendemain, 5 h du matin, l'heure de vérité. c'est le jour J, c'est la dernière ligne droite comme on dit chez nous. Alors je fais le tour vite fait quand même parce que... Alors les gars, salut. Bonjour. Tu vas bien? Le dispositif est impressionnant. Plus de 60 gendarmes mobilisés pour cette opération à haut risque. Investir un camp de Rome et fouiller leurs véhicules en espérant dénicher des preuves de ce vol de cuivre. Moi je dirais que ma priorité c'est effectivement mes véhicules. Une fois que vous avez ciblé mes véhicules, après moi je peux travailler de manière beaucoup plus tranquille. Les gendarmes le savent, très souvent ce type d'opération dégénère en affrontement. Alors ils vont tenter d'empêcher la population de sortir des caravanes. On va éviter la pugilat habituelle qu'on a dans ce type de camp. On va fixer. Notre mission principale est de fixer les gars. D'accord ? On évite, on centralise tout dans les caravanes. Les premières cellules qui arriveront prendront une caravane et ainsi de suite. Rémi a pris toutes les précautions pour éviter des incidents. Tout est réglé au millimètre et le dispositif est dissuasif. Malheureusement pour lui, ce matin-là, rien ne va se passer comme prévu. Oui, allô ? Au téléphone, l'un de ses collègues qui a passé la nuit en planque devant le camp de Rome. Il vient de prendre la BMW Bordeaux en filature et ses passagers sont entrés dans un bar. Ouais, mais est-ce qu'ils sont nombreux? 2? Eh ben on va essayer. T'essayes de faire en sorte de le rejoindre, hein, et puis on va essayer de les interpeller sur le café. On n'a pas le choix, il faut être réactif. Hein. La BM est sortie du camp, ils sont sur un café place de l'église à Montigny, donc ça démarre fort. Impossible pour Rémi de modifier son plan. L'impressionnant dispositif est déjà en train de rejoindre sa cible. Alors il va attendre que ses collègues aient pris position aux abords du camp et à la volée, il va former une deuxième équipe d'intervention. Il me faut 2 gars pour une interpelle extérieure, j'ai ma BM qui s'est barrée il y a une demi-heure et on les halogène.
Donc il me faut une équipe avec 1 ou 2 gars pour aller interpeller sur place. J'ai déjà un véhicule qui me suit, on va être 5-6, mais il me faut au moins 2 gars péchus. Quoi. Sur Marc. Ou Marc, n'importe. Pour lui, c'est le pire des scénarios. Une interpellation dans un lieu public. Mais des OP comme ça, c'est toujours le feu. Ça se passe jamais comme on veut. En urgence, il rejoint son collègue en civil, qui planquait devant le camp et qui a suivi la BMW. Le café là-bas derrière, le café vert derrière mon dos. C'est dans ce café que va avoir lieu l'intervention. D'accord. D'accord, la voiture elle est là à droite là. Ouais. Ok, donc on attend le PSIG. Le PSIG, le peloton de surveillance et d'intervention. C'est lui qui va donner l'assaut. Descends pas, descends pas, descends pas. Descends pas. Ils sont dans le café en face, café vert. D'accord, la BM elle est sur le parking. On va faire le tour de l'église et on va se retrouver en face du café dans la rue là. Ouais, mais nous on n'intervient pas en face, on va vous presser. Hein. Après, alors à ce moment-là, organise. Tu veux les interpeller dedans? Moi, c'est toi qui gères. Eh ben, je te laisse gérer. Finalement, ce sera la solution la plus simple. Droit sur les cibles. Dans la ville encore endormie, 5 hommes armés jusqu'aux dents se précipitent vers le café. Opération de gendarmerie, monsieur, vous inquiétez pas. Au milieu des clients, 2 hommes face contre terre. Et parmi eux, Votre prénom? le propriétaire de la BMW. Objectif interpellé pour nous dans le café. Premier réflexe des gendarmes, récupérer les clés de sa voiture. L'homme se laisse interpeller sans résistance. Demandez-lui s'il a une pièce d'identité sur lui. Les gendarmes sont accompagnés d'une interprète roumaine et le suspect lui demande immédiatement la raison de son interpellation. C'est vol par effraction en réunion. Vol par effraction? En réunion. Aucune réaction. Sur lui, les gendarmes retrouvent une carte d'identité roumaine et, plus étonnant pour un homme sans emploi, une grosse somme d'argent. 553, 554, 554,50. On essaye d'activer les gars pour éviter de perturber les gens au maximum. Pour nous, c'est bon, l'interprète. C'est bon. Régis, il prend celui-là en compte jusqu'au camp. On s'articule après. Et nous, on va le mettre dans notre véhicule BR, celui-là. Le propriétaire de la BMW est immédiatement placé en garde à vue. L'homme qui l'accompagnait est conduit à la gendarmerie pour une vérification d'identité. Pour Rémi, la journée commence bien. Déjà un suspect et un véhicule dans ses filets. C'est bon. Malheureusement, au même moment, dans le camp, tout ne se passe pas aussi bien. Effectivement, je viens d'apprendre que sur le camp, il n'y a pas le fourgon. Donc on va voir, je redescends sur le camp maintenant, on va voir ce que ça peut faire pour les téléphones, etc. Le fourgon a disparu tout comme son propriétaire. Alors Rémi va utiliser sa botte secrète. Faire sonner les 5 téléphones portables identifiés au cours de son enquête. Ceux qui, la nuit du cambriolage, ont suivi la trajectoire des voleurs et qui appartiennent à des habitants du camp. Avec cette technique, l'adjudant-chef espère identifier d'éventuels complices. Alors il se précipite sur place. Merci. Mais pour nous, impossible d'aller plus loin. Donc je vais vous demander d'arrêter de filmer sur le camp et de rester à l'extérieur. Nous n'avons pas été autorisés à pénétrer dans le camp. Ces opérations sont délicates et une caméra pourrait envenimer la situation. C'est depuis l'entrée que nous filmons la scène, ou plutôt que nous l'écoutons. Et vous écoutez s'il y a des téléphones qui sonnent. C'est vous. Et le monsieur qui est dedans, c'est qui? C'est qui, monsieur? Ça a sonné en même temps. Mais toi, t'as fait quel numéro? J'ai fait le 761. Au total, 2 hommes et 2 femmes sont trouvés en possession de ces portables suspects. Ils sont conduits à la gendarmerie et vont devoir s'expliquer. Rémi n'a rien trouvé d'autre sur le camp, ni cuivre, ni fourgon. Allez, ciao, merci, salut. Et pour lui, c'est l'étape la plus difficile du dossier qui commence.
parti pour les auditions là? Ouais, parti pour les auditions. Maintenant, la phase enquête pure commence. Terminer la phase interpelle et on attaque les choses sérieuses en procédure maintenant. Rémi en sourit, mais il le sait, la partie est loin d'être gagnée. Contre le seul suspect qu'il a interpellé, les éléments sont maigres. Il est le propriétaire de l'une des voitures présentes le soir du vol, mais aucune preuve plus directe de son implication. Il va donc falloir le faire avouer. L'homme est mis en cause dans une trentaine d'affaires en Espagne, mais il est inconnu en France. Alors il va faire son entrée dans les fichiers de la gendarmerie. Ça le laisse dans sa bouche, comme une sucette. Son empreinte génétique, son empreinte digitale, sa photo. Désormais, s'il laisse la moindre trace sur une scène de cambriolage en France, les gendarmes sauront à qui s'adresser. C'est Titus, le collègue de Rémi, qui va maintenant se charger de son audition. Et d'entrée, le suspect clame son innocence. Qu'est-ce que vous avez fait dans la nuit de vendredi à samedi, de vendredi 2 novembre au samedi 3 novembre? Ce ați făcut în noaptea? Cumetrie, botez. Donc ce soir-là, il y a eu un baptême sur le camp, donc il a fait la fête. Plus je me suis saoulée. Un alibi difficile à vérifier dans cette communauté très solidaire. Et le suspect peut aussi expliquer pourquoi sa voiture a été vue le soir du vol. Oui, je prête la voiture à toutes les personnes qui sont sur le camp. C'est comme ça chez nous. Moi aussi, si je demande, ils me donnent ce que je demande. Vous allez nous faire croire que votre véhicule est utilisé par des personnes dont vous ne connaissez même pas les noms. Demandez-lui s'il nous prend des jambons. Deci vă pune întrebarea ei de șmecheri sau... Pas de réponse. Alors, histoire de le laisser réfléchir, les gendarmes vont mettre le propriétaire de la BMW en cellule pendant quelques heures. En attendant, ils vont cuisiner les deux hommes et les deux femmes qui ce matin encore détenaient ces portables suspects. Ces téléphones localisés le soir des faits dans la zone de l'entrepôt de cuivre et près du péage emprunté par les cambrioleurs présumés. Et voilà leur version. Qui se sert de ce téléphone? Cine folosește telefonul ăsta? De când am venit acum folosesc eu de 3 zile. Depuis que je suis arrivé, depuis 3 jours, c'est moi qui l'utilise. Ça fait longtemps qu'on vous a donné le téléphone portable? Din mult timp s-a dat telefonul ăsta portabil? Depuis 3 jours environ. Depuis quand êtes-vous en France? 3 jours. Et qui avez-vous acheté cette puce? Persoana care s-a deplas, da? Da, dar ea a plecat, era o fată. C'était une fille qui habitait le même coin que moi, mais elle est partie au loin. 4 explications presque identiques. Le vol a eu lieu il y a plus d'un mois et eux viennent de récupérer ces téléphones. Voilà. C'est tout? Ouais. C'est mon téléphone. Voilà. Merci. La puce, la batterie. Oui. Les gendarmes n'ont aucun élément contre eux. Ils récupèrent leur téléphone et rejoignent leur camp. Ils ont renforcé les portes aussi. Comme souvent dans ce genre d'enquête, Rémi se retrouve dans une impasse. Alors il va utiliser ses dernières cartouches. Faute de preuves matérielles pour coincer le suspect, les gendarmes vont tenter un coup de bluff. Dites-lui que le témoin qui était sur place les a vus faire. Deci, martorul care era pe loc v-a văzut furând? Nu le-a văzut la față, să-i fac o fotografie, ceva. Par contre? Oui, mais est-ce qu'ils nous ont vu le visage? Ils nous ont vu le visage? Ce témoin-là est capable de regarder les photos et puis de nous dire si vous a reconnu ou pas. Deci, martorul ăsta, persoana asta, este capabil să le spună ce persoane, pentru că au văzut persoanele, ce persoane sunt. Da, domnul, și bine. Donc c'est très bien. Pentru că je n'y étais pas. Raté, le suspect maintient sa version. En coulisses, Tu veux me voir?
Rémi dirige les opérations et veut tenter une nouvelle manœuvre. Faire croire aux suspects qu'il risque une extradition vers l'Espagne, où il encourt une lourde condamnation pour une trentaine d'affaires. Avouer les faits lui permettrait de rester en France en attendant son procès. Tu les aggraves, toi? Peut-être si tu l'attaques sur le fait de l'Espagne, parce qu'il a peut-être peur de justement redescendre en Espagne. Si c'est qu'il est recherché, c'est peut-être un bon moyen pour toi d'apporter le truc, de lui mettre une pression. Il va se demander pourquoi tu sais tout ça et qu'est-ce qui va se passer après. Donc après, tu peux lui faire une approche en disant qu'effectivement, il a tout intérêt à dire la vérité en France, etc., que peut-être il repartira pour l'Espagne. Ok. Demandez-lui s'il sait qu'il est recherché en Espagne. Știți că sunteți căutat în Spania? Ce? Foarte multe. Donc en Espagne, j'ai eu trois délits. 3 délits. Dites-lui qu'il est recherché actuellement pour des faits de vol de métaux par 2 juges d'instruction. 2 judecători de instrucție pentru furt de metal. Da, foarte bine. Dar nu acum. Donc, il dit que non, j'ai pas été condamné. Et je lui ai demandé s'il a été devant un tribunal. Il m'a dit oui, mais j'ai pas été condamné. Encore raté, avant même la fin de la garde à vue, les gendarmes perdent espoir d'obtenir des aveux. Moi, je veux bien réattaquer jusqu'à la fin des 24 heures, mais je suis pas sûr que... Ce sera à la justice de se prononcer. Nous, on a rattaché ce qu'on pouvait rattacher en termes d'éléments. Voilà. L'homme va être remis en liberté et c'est le procureur qui décidera d'éventuelles poursuites. Je vais prendre ta place, Thierry. Les mâchoires serrées, Rémi va annoncer la nouvelle au propriétaire de la BMW. Je vous informe qu'on va mettre fin à votre garde à vue, à votre mesure de garde à vue. Donc il faut savoir que le magistrat va être destinataire de la pièce de procédure et de l'ensemble de la procédure, et que ce magistrat a un délai de 6 mois pour apporter une réponse pénale. L'homme peut rentrer chez lui, mais les poches vides. Son argent est confisqué en attendant une décision de justice. Il lui prend l'argent définitivement? Oui, définitivement. Définitif. Pour l'instant. Pentru moment. Après, quand il y aura un jugement, il peut décider de lui rendre. En théorie, l'homme encourt 10 ans de prison et 150 000 € d'amende pour ce vol de cuivre en bande organisée. Rémi, lui, reste philosophe au moment de raccompagner celui qui l'a traqué pendant plus d'1 mois. Nous, on n'est pas dupes, on sait parfaitement qu'on est sur la bonne équipe, on sait parfaitement que ce sont nos auteurs. Maintenant, il faut le prouver, et ça, c'est l'enjeu de l'affaire. Mais ce n'est que partie remise, hein. Le temps joue pour nous, et automatiquement, ces gens-là vont se retrouver un jour ou l'autre devant la justice. Le deuxième suspect de cette affaire, le propriétaire de ce fourgon blanc, aperçu le soir du vol, reste pour l'instant introuvable. Inscrit au fichier des personnes recherchées, un simple contrôle d'identité le conduirait en garde à vue.